Bonjour, je m'appelle Alizé Gué, j'ai fait une école à Bruxelles qui s'appelle l'INSAS et je vais commencer par vous lire Bell Hooks, La volonté de changer. Deux petits passages dans le premier chapitre. Je me mets à l'aise. Toute femme veut l'amour d'un homme. Toute femme veut être aimée et être aimée par les hommes qui sont importants dans sa vie. Qu'elle soit gay ou hétéro, bisexuelle ou célibataire, elle veut éprouver l'amour d'un père, d'un grand-père, d'un oncle, d'un frère ou d'un ami. Si elle est hétérosexuelle, elle veut être aimée par un partenaire masculin. Nous vivons dans une culture où la soif d'affection des femmes n'est jamais étanchée, si bien qu'elles recherchent désespérément l'amour masculin. Notre soif d'amour collective est si intense qu'elle nous déchire. Et pourtant, nous n'osons pas en parler, de peur d'être raillées, prises en pitié, couvertes de honte. Parler de notre soif d'amour masculin exigerait que nous mettions des mots sur l'intensité de notre manque et de nos pertes. La rage qui s'est déversée à l'encontre des hommes il y a 30 ans, au début du féminisme contemporain, servait en partie à dissimuler une honte furieuse, pas tellement due au fait que les hommes refusaient de partager le pouvoir avec les femmes, mais plutôt au fait que nous n'arrivions pas à les séduire, à les amadouer, ou à les inciter à nous faire part de leur affection, à nous aimer. Personne n'a plus soif d'amour masculin que la petite fille ou le petit garçon qui cherchent naturellement l'amour de leur papa, parce qu'elle ou il en a besoin. Que ce père soit absent, mort, présent en chair et en os, et pourtant affectivement inaccessible, sa fille ou son garçon ont soif de reconnaissance, d'attention, de respect, d'affection. Partout dans notre pays, un panneau d'affichage porte ce message. Chaque nuit, des millions d'enfants s'endorment avec la soif d'attirer l'attention de leur père. Dans la mesure où la culture patriarcale apprend très tôt aux filles et aux garçons que l'amour de papa est plus précieux que l'amour de leur mère, il est peu probable que l'affection maternelle puisse guérir leur manque d'amour paternel. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que ces filles et ces garçons grandissent avec une colère contre les hommes, une colère de s'être vus refuser l'amour dont elles et ils avaient besoin pour se sentir entières, dignes et acceptées. Les filles hétérosexuelles et les garçons homosexuels, en devenant des femmes et des hommes, cherchent bien souvent à faire de leur relation amoureuse le lieu où elles et ils pourront trouver et connaître l'amour masculin. Mais cette quête est rarement satisfaite. En général, la rage, le chagrin et la déception persistante conduisent femmes et hommes à renfermer cette partie d'elles et eux-mêmes qui espéreraient être touchés et guéris par l'amour masculin. Elles et ils apprennent alors à se contenter de la moindre attention réelle que les hommes se montrent capables de leur accorder, à surestimer la valeur de leur attention, à faire comme si c'était de l'amour, à ne pas dire la vérité sur les hommes et l'amour, à vivre dans le mensonge. Enfant, j'avais soif de l'amour de mon père. Je voulais qu'il me remarque, qu'il m'accorde son attention et son affection. Quand je n'arrivais pas à me faire remarquer en étant sage et obéissante, j'étais prête à risquer la punition, à me comporter assez mal pour attirer son regard, à le fixer droit dans les yeux, à encaisser le poids de sa lourde main. J'aspirais à ce que ses mains me serrent, m'abritent et me protègent, qu'elles me touchent avec tendresse et précaution, mais j'ai fini par accepter que cela ne se produirait jamais. Dès l'âge de 5 ans, je savais que ses mains ne tiendraient compte de moi que pour m'infliger de la douleur, et que si j'étais capable d'accepter cette douleur et de la contenir en moi, je pourrais être une bonne fille, je pourrais rendre mon papa fier. Je n'étais pas la seule dans ce cas. Nous sommes si nombreuses et nombreux à avoir pensé pouvoir obtenir l'amour masculin en nous montrant prêts et prêtes à supporter la douleur, prêts et prêtes à vivre notre vie en affirmant que la masculinité que nous désirons est celle qu'on juge vraiment virile, parce qu'elle retient, retire, refuse. Nous apprenons à aimer les hommes d'autant plus que nous savons qu'ils ne nous aimeront pas. Dans la culture patriarcale, s'ils osaient nous aimer, ils cesseraient d'être de vrais hommes. Voilà, je le conseille vraiment, magnifique. Le mot fantaisie. J'ai réfléchi à faire
Se grimer, se masquer et surtout se costumer. Pour moi, la fantaisie, c'est quelque chose de gai, de solaire. Je vois des couleurs, je vois du peps. Mon rayon bijoux fantaisie. L'idée de rêvasser, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, j'ai l'air de glander un peu, mais en fait, ça, il faut à nouveau que je fasse confiance. Et donc, ma critique, ou dire ce que j'ai pensé de Infidèlement Vôtre. Unfaithfully Yours. Unfaithfully Yours. Assez surprenant pour 1948, je dirais. Je pense que c'est clairement une critique de cet homme complètement fou de jalousie gratuitement, quoi. Je trouve ce qui m'a le plus impressionné, c'est le travelling avant sur son œil, quand on comprend qu'en fait, c'est les trois possibilités qu'il imagine dans sa tête, 3 scénarios qui se créent. Ça, je trouve ça très intéressant. J'avais jamais vu ça pour un film de cette époque. Je trouve très drôle aussi qu'à la fin, quand il essaye de refaire ses manigances, ce qu'il a imaginé, en fait, il peut pas. Parce que c'est vraiment un scénario et que c'est pas une réalité et que c'est complètement débile et que évidemment ça marche pas. Voilà, après c'est 1948, la femme apparaît même à la fin comme hyper soumise. Même si, bon, elle lui dit, quand il lui propose d'aller danser, elle lui dit qui te dit que j'ai envie d'aller danser. Donc elle choisit quand même un peu, on va dire. Mais intéressant, ouais. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qui est dit dans ce rapport aussi, du détective. C'est cool que on ne sait pas ce qu'ils ont vu. On se doute quand elle explique l'histoire avec sa sœur et son secrétaire, mais on ne sait pas ce qu'ils ont noté, quoi. Par rapport à la pièce, évidemment, ça me fait penser à l'infidélité et au rôle de la femme qui n'a pas du tout envie de tromper son mari, qui juste en demande qu'il soit présent et qu'il ne l'est pas, et qui du coup accepte le scénario de l'autre pour rendre jaloux son mari. Voilà, ça me fait penser à ça. Mais du coup, ouais, je suis très curieuse de comment est-ce que ça va être mis en scène et comment est-ce qu'on va pouvoir l'adapter en 2024, quoi. Parce qu'il y a des choses à dire. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.